Chers amis de Toxin, voilà, c'est l'heure du grand entretien, vous le savez. J'aime bien faire un grand entretien tous les vendredis matins. Et ce matin, j'ai appelé Jean-Marc Sabatier. Bonjour Jean-Marc, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, très bien, merci. Bonjour Bon, aux ben auditeurs. merci. Ben merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez répondu aux questions d'André, hein, André Berkoff, il y a quelques semaines de ça, et je me suis dit, je voulais quand même vous recevoir à nouveau parce qu'il y a pas mal de sujets à aborder. Là-dessus, je vous présente pour ceux qui vous connaissent pas, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, statut HDR en biochimie et directeur de recherche au CNRS. Là-dessus, ce matin, Jean-Marc, je voulais avoir votre avis sur déjà les vaccins pédiatriques. On en avait parlé avec le docteur Delépine il y a quelques semaines de ça. Oui, Également, les ARN dangereux comme les auto-amplifiants. Et ensuite, cette histoire d'injection pour les animaux. Ça aussi, il y a quand même des choses à alerter, des choses à lever comme histoire. Mais commençons d'abord, Jean-Marc, là-dessus, sur les vaccins pédiatriques. On rappelle qu'il y a eu de nouveaux vaccins pédiatriques obligatoires depuis le 1er janvier. oui, c'est Comment ça. ça se passe? C'est quoi en préambule? Alors en fait, jusqu'en 2018, il y avait 3 vaccins infantiles obligatoires. Donc Oui. c'était diphtérie, tétanos et poliomyélite. Et Mhm. donc à partir de 2018 jusqu'au 1er janvier 2025, il y en avait 11 obligatoires. Et puis il y en a eu un 12e obligatoire donc en 2025, ce qui correspond en fait à 12 vaccins différents, donc Mhm. infantiles. Et on peut considérer même que c'est 15, puisqu'il y a un vaccin tétravalent qui a été rajouté. Donc, pour que les auditeurs sachent, en fait, ces vaccins infantiles sont la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole. Il y a également les pneumocoques, les méningocoques. Il y a également l'hépatite B. Et il y a la bactérie Haemophilus influenza B, qui n'est pas le virus influenza de la grippe, mais qui est bien une bactérie. Voilà. Mhm. Donc, ça représente, en termes d'injections, en France, 16 injections pour les nourrissons en fait, de 2 mois jusqu'au bébé de 18 mois. Parce qu'il y a plusieurs polémiques au-delà de ça. J'avais reçu, je le disais, Nicole Delépine qui nous a dressé un tableau, hein, assez Oui, oui. inquiétant. Et puis, elle mettait en Alors, avant il aussi, y en a un que Nicole. je n'ai peut-être pas cité, c'est la coqueluche, mais bon. Oui, voilà. Et elle mettait en avant, Nicole, une inutilité aussi de certains vaccins en fonction de l'état sanitaire du pays, de l'état de l'hygiène du pays. Donc, il y avait toute une série là-dessus. Alors, inutile ou dangereux ou potentiellement dangereux en fonction d'une pharmacovigilance qui pourrait, on l'a vu hein, à la lumière de ces dernières années, qui parfois, à bien des égards, ne semble pas être tout à fait pertinente sur l'ensemble des conséquences. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Ben, disons, les pathologies importantes pour les nourrissons, c'est surtout la rougeole, le tétanos et la coqueluche. Voilà. Des vaccins comme la rubéole, les oreillons ou la hémophilus influenza B, bon, ils sont pas utiles, quoi, parce que Mmh. Ouais. voilà, les Mmh. pathologies sont pas bien Ouais. graves. En tout cas, c'est pas Et nécessaire. donc, Mais c'est sûr ils que sont. ça fait beaucoup trop d'injections, en tout cas. Ça, c'est certain. Et on voit d'ailleurs qu'il y a énormément de pathologies en fait, qui sont associées hein, avec toutes ces multiples injections. Ça représente quand même 16 injections pour les enfants jusqu'à 18 mois. Donc, ça fait beaucoup trop. Quoi. Ouais, ça fait beaucoup trop. Et même en termes d'organisme, j'imagine que l'organisme n'est pas encore formé, le système immunitaire Ah n'est oui, pas oui, à oui. cette capacité. Aujourd'hui, C'est une qu'est-ce qu'on aberration. peut dire aux parents qui s'inquiètent aujourd'hui de ça, de cette faculté, cette obligation, parce que c'est des obligations, il faut quand Oui, même le oui. rappeler aux auditeurs. Hein. Oui, oui ben, c'est pas normal que ce soit une obligation, hein, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation de pathologies énorme hein, Mmh. avec le nombre de vaccins, hein, d'injections vaccinales. Par exemple, dans les années 70, il y avait un cas pour 10 000 d'autisme. Maintenant, on considère que c'est un cas sur 36 et même à New York, un cas sur 22. Hein. Et il a été montré très récemment dans une étude chez le singe qui a reçu donc des injections infantiles, hein, un jeune singe qui a reçu une injection infantile, qui avait des pathologies de type autisme justement chez les singes. Incroyable. C'est-à-dire, attendez, Qui relie les injections vaccinales quelque part au mmh. spectre autistique. Attendez, vous parlez de 1 sur 36, alors qu'avant Oui, c'était un cas d'autisme sur 10 000, et maintenant ça serait un cas sur 36, mais c'est colossal, un cas sur oui, c'est 36. colossal.
Alors bon, c'est pas directement aussi Ouais. relié à l'injection, mais enfin bon, Ouais. on voit bien que plus les injections sont importantes et plus il y a des problèmes chez les enfants. Il n'y a pas que ça. Et puis dans ces vaccins, il y a certains vaccins infantiles donc qui ont des sels d'aluminium, hein, hydroxyde d'aluminium, phosphate d'aluminium, et on sait qu'il y a des problèmes avec l'aluminium, hein. Alors, il y a des doses qui sont tolérées, hein. Par exemple, par injection vaccinale, la fourchette, ça va être 125 microgrammes à 850 microgrammes, mais on voit que dans certaines injections, on peut aller jusqu'à 1,5 mg d'aluminium. On sait que l'aluminium est toxique, hein. Alors, donc, il est injecté, en fait, parce qu'il stimule le système immunitaire, mais on sait que ça peut provoquer, par exemple, des myofascites à macrophages. Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur la balance bénéfice-risque, concrètement, elle est très largement en défaveur sur ce. Pour moi, oui, c'est clairement en défaveur. Oui. Oui. Ouais. Déjà, il ne devrait pas être obligatoire, et puis il faudrait limiter vraiment au minimum le nombre de ces injections vaccinales, hein. Parce qu'il y a une journée contre l'autisme, Jean-Marc, et merci d'être là ce matin. Il y a une journée contre l'autisme la semaine dernière, là. J'ai quand même pas l'impression que j'ai lu des choses. Alors, est-ce que le gouvernement ou est-ce que les pouvoirs publics s'inquiètent ou essayent de travailler sur ce probable ou potentiel cause à effet entre la vaccination chez les nouveau-nés et cette augmentation de formes d'autisme dans tous les sens, de plus ou moins sévère, hein, mais est-ce qu'il y a un travail là-dessus ou vraiment est-ce que c'est l'omerta totale comme malheureusement on le connaît dans le milieu médical de la recherche? Disons qu'il y a certainement des gens qui travaillent dessus, mais bon, c'est quand même une omerta parce que même quand les résultats sont publiés, finalement, ça ne change pas grand-chose, hein. Là, il y a cette étude sur le singe qui montre qu'effectivement, ces singes ont reçu des injections vaccinales infantiles et on voit qu'ils ont des problèmes, hein. On voit que ça ressemble au spectre autistique, notamment il y a un total volume cérébral qui est augmenté. Enfin, bon, ils ont des troubles qui ressemblent aux troubles autistiques. Et on sait que c'est lié, hein. C'est pareil aux États-Unis, hein. Je veux dire, eux, ils ont 72 injections vaccinales, et puis ils ont aussi des pathologies qui flambent, hein. Et j'imagine pour les Et puis, parents hein, qui vous sont savez, il y a aussi une donnée, Ouais. pardon, il y a aussi une donnée qui est importante, c'est qu'il a été montré chez la souris très récemment, ça fait l'objet d'une publication scientifique, que la mise en contact, enfin l'injection en fait d'un vaccin ARN messager de type Pfizer chez la souris entraînait chez le fœtus une augmentation de son activité immunitaire. Donc il y a une immunité active, mais il y a également une immunité passive avec la transmission donc d'éléments du système immunitaire de la mère, c'est-à-dire en fait de la souris au fœtus, hein. Donc on sait que l'ARN messager peut traverser la barrière placentaire. Ah oui. Ça a été démontré chez la souris. La souris, c'est un mammifère, hein, donc c'est comme l'homme. On sait que ça passe aussi chez l'homme, hein, donc, chez la femme. Ça veut dire que voilà, ça veut dire que ça pose la question aussi de la maternité par rapport à ça. Vous le dites, ça traverse la barrière placentaire. C'est des questions qui mériteraient d'avoir des études publiques là-dessus, non? Oui, oui, c'est grave parce que là, les autorités sanitaires recommandent chez la femme enceinte 4 injections. Donc la coqueluche, hein, contre des bactéries, hein, ces bactéries Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis. Ils recommandent aussi l'injection du vaccin contre la grippe, donc influenza. Ils recommandent également donc l'injection justement du Comirnaty, hein, du vaccin ARN messager, dont on sait justement que cet ARN messager peut franchir la barrière placentaire, donc c'est problématique. Et en plus, ils recommandent donc la vaccination contre la bronchiolite, hein, donc le virus respiratoire syncytial. Ce qu'ils ne recommandent pas pendant la grossesse, c'est les injections vaccinales contre le tétanos. Il y a la varicelle. Il y a également ce qu'ils ne recommandent pas aussi, c'est l'injection contre la rougeole. Rougeole, rubéole, varicelle et tuberculose. Par contre, ils la recommandent donc avant. Ils recommandent avant d'être enceinte l'injection justement en rubéole, rougeole, varicelle et puis aussi bronchiolite. Mais ça peut poser des problèmes, ça, Jean-Marc? Ouais.
potentiellement? Mais ces vaccins, oui, ils posent des problèmes parce qu'on voit qu'ils sont pas au point. Il n'y a pas d'études de sécurité vraiment qui sont faites sur ces vaccins. C'est là le problème, hein. C'est-à-dire Ouais. que les injections vaccinales sont multipliées, mais en fait, il n'y a pas de test de sécurité dessus. Voilà. Mmh. Donc, c'est Ouais. quelque chose de problématique. Ouais. Ouais, et c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études de sécurité, mais ils le recommandent quand même. Donc c'est vrai que je me pose, moi, en tant que profane, voyez-vous, je me pose la question. Je me dis, s'il n'y a pas d'étude qui est faite de sécurité, ils recommandent spécifiquement ces vaccins-là pour la femme enceinte. C'est Oui. quand même étrange. Alors bon, faut dire ce qui est. Il y a aussi des histoires de corruption, hein. Ouais. On voit, il y a eu une tribune qui a été signée par 52 personnes, hein, qui a été publiée le 18 février 2025, qui inclut donc des pédiatres, il y a des soignants, il y a des infirmières, mais il y a aussi des parlementaires, hein, soit en activité, soit à la retraite, hein, aussi bien des députés que des sénateurs. Et on voit que sur les 52 personnes, il y avait quand même 20 personnes qui étaient liées de près ou de loin à Pfizer et une à Moderna, hein, qui avaient donc reçu des financements à un moment donné dans leur carrière. Donc, bon, ça soulève quand même des questions. D'autant plus que c'est une tribune qui était soutenue par Pfizer. Voilà. Ah ben oui, Donc, oui, bon, forcément. oui. Il manquait plus que l'adresse de Pfizer en bas, quoi. C'est ça. Alors, cette tribune, elle recommandait, donc, elle était destinée donc, à informer la femme enceinte, justement, de la nécessité d'être vaccinée. Et puis, aussi, c'était pour avertir l'entourage, en fait, de la femme enceinte. C'était aussi pour informer pour tous les effets délétères qui pouvaient être associés à la non-vaccination, notamment donc, de la femme enceinte, aussi bien pour la femme enceinte que pour le fœtus, hein. Et puis aussi pour multiplier les points de vente, enfin les points plutôt de vaccination, hein. Voilà. Multiplier en centre. Ouais. Même là, l'industrie pharmaceutique ne laisse rien au hasard, hein. Là, même là, hein, sur cette période qui est quand même extrêmement importante pour une femme et pour une maternité, hein, on est d'accord, hein. Oui. Ouais. Oui, ben, il y a des enjeux colossaux, hein. Ouais. Donc finalement, pour clore ce sujet, enfin ce sujet il n'est pas clos, mais avec vous, parce que j'aimerais qu'on parle des deux autres thèmes que je voulais aborder ce matin sur Toxin. Concrètement, votre avis sur si vous deviez résumer les vaccins pédiatriques aujourd'hui pour quelqu'un qui se pose la question à un moment donné, qu'est-ce que vous diriez, Jean-Marc, finalement, que ça pose problème, que il faut faire attention. Ça pose problème. Oui, c'est certain. Oui, ça pose problème. Ça pose énormément de problèmes. Il faudrait réduire le nombre, les rendre non obligatoires. En tout cas, il y en a certains qui servent à rien, hein, pratiquement. Et puis, il ne faudrait surtout pas qu'il y ait de vaccins ARN messagers, parce que ceux-là sont catastrophiques, hein, voire plus que les autres. Il y a certains vaccins inactivés à protéines recombinantes, etc., qui sont associés à très peu d'effets secondaires, mais bon, là c'est une multiplication qui est complètement abusive et puis qui n'a pas de sens. Dans les vaccins pédiatriques, il y a du ARN messager dans quelques-uns, c'est ça, hein? Non. Encore, c'est ça. Pas encore, mais il est prévu à l'horizon 2030 quand même de changer tous les vaccins actuels par des vaccins entre guillemets ARN messagers. Donc ça représente 120 vaccins à peu près en médecine humaine sur les 500 vaccins. Donc ça, c'est à l'horizon 2030. Et ils veulent remplacer évidemment des vaccins qui ne posent pas de problème, sur lesquels on a un recul de plusieurs décennies, hein. Donc là, c'est de la stricte folie. D'autant plus qu'ils privilégient des vaccins ARN messagers auto-amplifiants, qui sont, à mon avis, les pires de tous, hein. Je veux qu'on en parle de ça, parce que ça, c'est extrêmement intéressant. On va en parler ce matin. Merci, chers amis, d'être là pour ce grand entretien de Jean-Marc Sabatier. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Jean-Marc Sabatier est docteur en biologie cellulaire et microbiologie, HDR en biochimie et directeur de recherche au CNRS. On parle sur un vaccin pédiatrique, vaccin ARN messager auto-amplifiant, et on va parler aussi sur les injections sur les animaux, parce que ces sujets, bien entendu, on n'en parle absolument jamais, où on essaie de les éviter, mais pas sur Toxin ce matin. Donc, Jean-Marc, ça veut dire qu'à un moment donné, la forme des vaccins que moi j'ai eu étant tout petit, le virus désactivé, c'est la fin programmée pour le remplacement généralisé par l'ARN ou pas? Ben, c'est ce qui est prévu en tout cas, hein. C'est ce qui a été, c'est ce qui court, ce sont les bruits qui courent, ce qui a été dit même à un moment. Donc, ils veulent tous les remplacer par des vaccins entre guillemets ARN messagers. Donc, auto-amplifiant, transamplifiant, et puis aussi à point quantique de graphène.
Et là, il pousse très fort sur les auto-amplifiants. Alors, c'est ça. Vous me donnez la transition formidable. Vous pourriez devenir journaliste, mon cher Jean-Marc Sabatier. Dites-moi, alors, c'est quoi l'auto-amplifiant? Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour nous, patients, malheureusement, ou citoyens lambda? Voilà. Eh ben, un vaccin ARN messager auto-amplifiant, en fait, par rapport à un vaccin dit conventionnel, mais en fait, qui sont complètement encore expérimentaux, comme le Comirnaty de Pfizer-BioNTech ou le Spikevax de Moderna, en fait, c'est un ARN messager dans lequel on a rajouté, dans une région bien particulière de l'ARN messager, en fait, c'est entre une région qui s'appelle 5' UTR et une région qui s'appelle ORF, qui va coder donc pour l'antigène. Donc, dans le cas des vaccins Covid, ça va être la protéine Spike. On rajoute une portion d'ARN messager qui va coder pour 4 protéines non structurales. Et actuellement, les protéines non structurales qui sont utilisées sont dérivées donc d'un flavivirus ou d'un alphavirus. Actuellement, c'est un alphavirus qui s'appelle le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. En fait, ce sont des produits notés de NSP1, NSP4. Et ce qui se passe, c'est que ce complexe réplicase qui va être produit lorsqu'il va y avoir la traduction de l'ARN messager auto-amplifiant, ce complexe réplicase va avoir une activité ARN polymérase, ARN dépendante. Alors, ça signifie qu'il va être capable de fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN. Donc, il va fabriquer le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant, et après, il va se servir de ce brin complémentaire pour fabriquer un autre brin qui va être complètement identique à l'ARN messager auto-amplifiant. Ça veut dire qu'il va s'auto-répliquer sur lui, Jean-Marc, c'est ça? C'est-à-dire qu'il va s'auto-répliquer. C'est-à-dire que l'introduction du complexe réplicase au sein de l'ARN messager, de l'information génétique qui va coder pour le complexe réplicase, va conduire en fait, à la production de molécules qui vont reformer, qui vont refabriquer de nouveau de nouvelles molécules d'ARN messager auto-amplifiant, capables de produire à la fois le complexe réplicase plus l'antigène. C'est donc la protéine Spike légèrement modifiée dans le cas des vaccins anti-Covid. Donc là, c'est très grave parce qu'on ne maîtrise pas du tout la production. Déjà, on ne maîtrise pas la production qui va être variable suivant les individus. Ça va être extrêmement délétère pour les individus, forcément, parce qu'on voit déjà ce que ça donne avec les vaccins conventionnels ARN messager. Donc, on imagine bien que là, on a une production continue de l'antigène et du complexe réplicase. Et puis, ça soulève d'autres problèmes. C'est que ce complexe réplicase, on ne sait pas trop ce qu'il va copier. Il va être injecté dans l'organisme. Après, on ne sait pas ce qui se passe. On ne connaît pas non plus la biodistribution de ces ARN messagers. On ne connaît pas leur dégradation, c'est-à-dire leur temps de demi-vie. On ne connaît pas le métabolisme. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On utilise en plus des nanoparticules lipidiques qui elles-mêmes sont délétères. Les nanoparticules lipidiques, c'est du cholestérol, des phospholipides, des lipides pégidés, des lipides cationiques. Voilà. Alors, ils développent chez l'animal aussi une autre forme de vaccin ARN messager auto-amplifiant, où là, il n'y a pas besoin d'adjuvant ni d'excipient, puisqu'il y a une membrane, en fait. Il y a une membrane de cellules véro qui va exprimer à la surface donc, des glycoprotéines, justement, du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne pour cibler des cellules dendritiques, qui sont des cellules présentatrices de l'antigène et qui vont donc présenter l'antigène sélectionné au lymphocyte B ou lymphocyte T pour stimuler le système immunitaire. Mais on doit comprendre quoi? Ces gens sont des apprentis sorciers, concrètement, Jean-Marc? D'avoir pensé à ça et de se dire… je pensais au début. On ne sait plus ce qui se passe dedans. Enfin, à un moment donné, c'est l'apprenti sorcier, ça. Oui, mais à mon avis, je pensais avant que c'était effectivement des apprentis sorciers qui ne savaient pas que ces injections vaccinales à ARN messager étaient très délétères. Maintenant, j'en arrive à penser, comme les plus complotistes, qu'il y a une autre stratégie. Parce que là, si on analyse les données et ce qui se passe, on voit que ce n'est pas sanitaire, que ça ne peut pas être sanitaire. Parce que le fait de vouloir remplacer tous les vaccins actuels par des vaccins ARN messagers, notamment des auto-amplifiants qui sont les plus dangereux, le fait qu'on interdise des molécules d'intérêt comme l'ivermectine, qu'on classe comme perturbateur endocrinien la vitamine D, etc., qu'on cache au maximum les effets secondaires, il faut dire ce qui est, on voit bien que ce n'est pas normal. Je veux dire qu'il n'y ait pas des décès de sécurité faits dessus. On marche sur la tête, disons que on voit qu'ils n'ont pas les tests qu'ils devraient avoir, notamment
il devrait déjà pas être rangé dans la catégorie des vaccins. Ça devrait être de la thérapie génique. Et donc, lorsque une molécule est classifiée en thérapie génique, il doit y avoir des tas de tests faits dessus, hein, notamment de tératogénicité, etc. Enfin, il y a des tas de tests qui sont chantés justement quand il y a une classification en vaccin, qui chantent tous ces tests. Donc, oui, parce qu'il y a eu les éléments de langage, parce que c'est vrai que depuis le début, les autorités et les médias parlent de vaccins, alors qu'effectivement, vous êtes c'est pas quelques-uns des... quand même à vous être insurgés là-dessus, sachant que vous êtes, je répète, enfin, je suis lourd, j'insiste pour les auditeurs qui nous rejoignent. Quand même, vous êtes docteur en biologie cellulaire, microbiologie, HDR en biochimie et directeur de recherche au CNRS. Donc, manifestement, je vous avez... m'exprime en mon nom propre. Hein. Oui, bien sûr, oui, vous êtes, c'est normal et vous avez bien fait de le rappeler. Mais je veux dire, en tant que spécialiste, vous avez 2-3 notions de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour vous, c'est pas une notion aride. Vous connaissez tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que c'est quand même incroyable que vous soyez si peu à dénoncer ça. Et puis après aussi, toute l'excommunication et la délégitimation qui pèse sur vous et qui vous a frappé tous sur ces sujets-là tout de même. Oui. Oui, moi, je suis rentré au CNRS sur une thématique de vaccin, justement. Ouais. À l'époque. Antiviraux. Et c'est pour ça que c'est assez dingue. Je voulais qu'il nous reste encore 6-7 minutes. Jean-Marc Sabatier, merci d'être là ce matin. Je voulais qu'on parle des fameuses injections chez les animaux. Alors, j'ai lu pas mal d'articles à ce sujet-là. Oui. De quoi on parle, quels sont les risques et quelle est finalement l'étendue de la vaccination aux animaux là aujourd'hui dans notre pays. Depuis 2023, ça a commencé a priori par la vaccination des canards. Il y a 62 millions de canards qui ont été injectés, donc il n'y avait pas qu'un vaccin ARN messager auto-amplifiant, hein. Il y avait au moins 2 types de vaccins, un vaccin inactivé et un autre vaccin qui est le vaccin de Ceva, donc à ARN messager auto-amplifié. Donc il y a moins de la moitié des bêtes qui ont été injectées avec ce vaccin. Hein. C'est de l'ordre de 27-28 millions pour mémoire. Alors, c'est également un vaccin donc ARN messager auto-amplifiant, mais là, l'antigène qui a été choisi, c'est l'antigène H5, hein, c'est le magglutinin H5, pour lutter contre la grippe aviaire, hein, la forme H5N8, d'après la notice. Alors, dedans, comme adjuvant et excipient, il y a du squalène, il y a des nanoparticules d'oxyde de fer, il y a des lipides cationiques. Alors tout ça, ça sert donc à protéger déjà cet ARN messager auto-amplifiant de la dégradation, donc par des RNases. Ça sert aussi à vectoriser justement dans les cellules l'ARN messager qui spontanément ne rentrerait pas dans les cellules. Et ça permet aussi de calmer l'immunité innée parce qu'elle est très sensible justement à la présence d'ARN, notamment d'ARN double brin, qui sont hyper inflammatoires. Hein. Un ARN messager, c'est très, très inflammatoire, hein, quand il se promène comme ça dans l'organisme. Parce que ça fait partie des signaux, justement, des signaux de danger, en fait, de notre organisme. Oui. Ouais. Donc là-dessus aussi, c'est pareil, on n'a pas eu une information claire du gouvernement qui est toujours prompt à communiquer en permanence pour tout et n'importe quoi. Là, quand même, on aurait aimé savoir en tant que consommateur ce qu'on avait injecté notamment aux canards. Et puis c'est les canards, et puis c'est d'autres animaux, ou c'est en cours, ça va être... Oui, il y a beaucoup d'autres animaux en cours. Ah d'accord, et des vaccins ARN messager auto-amplifiants qui sont déjà prêts, qui existent déjà sur le continent américain. Contre, par exemple, les volailles, contre le porc aussi, pour la grippe porcine. Il y a également donc les ovins, moutons, etc., les bovins, les vaches. Il y a même de l'ARN messager qui est injecté aux vaches, hein, pas dans le cadre vaccinal, mais justement pour inhiber la prolifération des archées méthanogènes, pour pas qu'elles produisent de méthane. Hein. Ça va très loin. Donc ils ont abandonné l'idée du masque. Ils ont abandonné l'idée du masque pour les vaches. Maintenant, ils les piquent pour éviter qu'elles fassent du méthane. Voilà, pour changer leur microbiote du rumen, justement, pour qu'il y ait moins de bactéries, enfin d'archées. Ce ne sont pas des bactéries, ce sont des archées méthanogènes, qui produisent du méthane. C'est très dangereux. Je suis effaré qu'on n'ait pas ces informations. Je suis effaré que Juste des vaccins aussi qui sont prêts, hein, ARN messager auto-amplifiant,
On parle de particules d'ARN. C'est une plateforme développée par Merck qui s'appelle Sequivity, justement pour la leucose féline. Donc, c'est un vaccin à ARN messager auto-amplifiant chez le chat, pour le chat, hein, pour lutter contre la leucose féline. Et puis, il y en a un autre pour lutter contre la grippe canine avec l'antigène hémagglutinin H3, justement pour le chien. Donc, ce sont deux vaccins qui s'appellent Nobivac et qui sont déjà prêts et qui sont déjà produits donc, aux États-Unis, hein, qui sont accessibles et qui ne sont pas encore autorisés en France, mais ça ne saurait tarder. Non, mais en fait, la question elle doit être plus simple, c'est quel animal ne veut pas être vacciné? Un animal qui, je veux dire, a un rapport très proche avec l'humain, c'est-à-dire soit d'alimentation, soit un animal de compagnie. J'ai quand même l'impression, vous écoutant, Jean-Marc Sabatier, que manifestement, on ne va pas y échapper. Quoi qu'on puisse faire, on ne va pas y échapper, à part se retirer au fin fond de l'Amazonie et aller manger des mangues. Oui, je suis même pas sûr que les membres ne soient pas vaccinés, parce que maintenant, en tout cas, on travaille sur l'utilisation de plantes, soit comme plateforme vaccinale, c'est-à-dire pour produire des vaccins, soit directement comme vaccin. Et ils travaillent notamment sur les épinards, la laitue et le riz. Et il existe déjà un vaccin produit contre la Covid au Canada, enfin, qui n'est plus autorisé maintenant, mais qui a été produit justement dans des plantes. Voilà. Incroyable. Incroyable. Ils n'ont pas pensé à la flotte. Parce que ça contamine évidemment l'alimentation. Hein. Ouais, c'est hallucinant. Et l'eau, ils n'ont pas pensé à l'eau. On dit qu'il n'y a pas de risque. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de risque, par exemple, à vacciner les animaux, parce que de toute façon, les ARN messagers sont détruits tout de suite, soit par la chaleur lors de la cuisson, soit au niveau de l'estomac, avec l'acidité gastrique qui va détruire les ARN messagers. Mais en fait, c'est faux. Les ARN messagers peuvent être thermostables. Ça va dépendre de leur structure, ça va dépendre de leur longueur. Ils peuvent être thermostables. Et on peut même les rendre aussi thermostables parce que on peut leur ajouter les nanoparticules lipidiques qu'on veut. On peut leur ajouter, on choisit les adjuvants et les excipients qu'on met, et on peut mettre des adjuvants qui sont stables thermiquement, qui les protègent. Ils peuvent être protégés dans une espèce de gangue. Le squalène, par exemple, qui est utilisé dans le vaccin Seva, il est thermo-résistant. Voilà. Et en plus, vous voyez, dans la viande justement de canard, quand vous mangez du magret de canard, il est pratiquement pas chauffé puisqu'il est rosé. Donc, ça veut dire qu'on peut y retrouver du complexe réplicase, enfin de l'ARN messager fonctionnel, qui va conduire à un complexe réplicase fonctionnel. Après, on ne sait pas trop ce qu'il va faire dans l'organisme. Parce que même s'il était sensible à l'acidolyse, justement dans l'estomac, il passe d'abord par les muqueuses buccales et puis les muqueuses de l'œsophage. Donc, il peut être transmis à l'organisme avant d'atterrir dans un milieu qui a un pH acide. Destructeur. Non, c'est une... Et la gangue peut très bien les stabiliser aussi bien au niveau de la température que de l'acidité gastrique. Ouais, c'est vraiment édifiant ce que vous nous racontez ce matin, Jean-Marc Sabatier. C'est incroyable. Je vous repose ma question pour la dernière. Et dans l'eau, est-ce que dans l'eau, à un moment donné aussi, parce que l'eau, quand même, tout le monde en boit. Je veux dire, là, il n'y a pas eu des recherches sur l'eau pour essayer pour le coup, l'eau potable, je veux dire, bien sûr, l'eau. Non? Dans l'eau, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre tout un tas de cochonneries, c'est sûr. En tout cas, on verra bien ça, mais c'est passionnant parce que, c'est passionnant, mais inquiétant. Parce que la question, quand on vous écoute, c'est qu'on se dit comment on peut y échapper, en fait, même si on fait gaffe, même si on ne s'est pas fait injecter, on se dit, mais comment on peut y échapper à un moment donné, quoi. Après, c'est plus une vie, j'ai envie de vous dire. C'est sûr que s'ils introduisent des ARN messagers un petit peu dans l'alimentation, aussi bien dans les animaux d'élevage que dans les plantes, etc., quelque part, on ne peut pas y échapper. Ouais, c'est absolument dingue. Enfin, il va falloir qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont aux manettes, ou du moins... il faut que les gens se réveillent quand même, parce que là, ça commence à devenir extrêmement inquiétant. C'est pour ça qu'on essaye, nous, de sonner le tocsin dans cette matinale, en tout cas avec vous, Jean-Marc Sabatier. Merci d'être venu pour ce grand entretien. Merci de nous avoir éclairé sur les vaccins pédiatriques, sur les ARN messagers auto-amplifiants et sur l'injection des animaux. Merci beaucoup, Jean-Marc Sabatier. Je rappelle. Merci, Nicolas, et puis merci aux auditeurs.
Ben merci à vous, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, HDR en biochimie et directeur de recherche au CNRS. Et vous vous exprimez en votre nom, bien entendu. Bien entendu, c'est très important à préciser. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc Sabatier. On vous remercie d'être venu dans ce grand entretien Portoxin. Et on vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Nicolas, vous de même. Au revoir aux auditeurs aussi. Merci. Au revoir. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.